Nous avons eu un cas au village, à l'époque où j'étais conseiller municipal, de ce qu'on pourrait appeler le féminisme attaquant, par opposition au féminisme défensif qui, lui, se bat contre une injustice. Or, il existe un féminisme qui est lui-même une injustice, un féminisme intimidateur, féroce, qui essaie de couvrir une incompétence, une malhonnêteté, un comportement dévoyé par l'accusation permanente de sexisme. Généralement, les femmes qui attaquent sur ce terrain disent que si on les critique sur un budget, c'est parce qu'on est sexiste. Mais quand vous êtes dans le rouge, c'est pas la question. La dette n'a pas de sexe. Et les chiffres non plus. Et là, les chiffres, dans le cas auquel je fais allusion, étaient très mauvais, à la limite du frauduleux. Je précise pour commencer que comme nous sommes un vieux pays chargé d'histoire et de monuments, comme nous avons eu des pèlerins, des templiers, des abbayes, nous avons aussi une sorte d'office du tourisme global qui est géré par une femme très pénible, une hôtelière, présidente d'un syndicat local d'hôteliers, une femme très obsédée par elle-même et dont la photo figure sur toutes les pages de l'espèce de bulletin papier glacé qu'elle édite chaque trimestre. Donc en gros, nous avons affaire à une narcissique omniprésente qui fait téléphoner des menaces par ses amis, qui fait le siège des journalistes, qui se flatte d'avoir tout le monde dans la poche, qui plastronne avec Macron dès qu'il passe dans le coin. Mais tout ça, faut pas le dire parce que c'est une femme. Alors chaque commune versait une quote-part et la nôtre a décidé de saisir la Chambre régionale des comptes parce que la gestion de l'Office du tourisme global, là, était assez douteuse. Alors immédiatement, une élue de chez nous, de notre conseil, une nommée Geneviève, la seule représentante de l'opposition, si on peut parler d'opposition pour 400 habitants, a pris la défense de cette présidente du syndicat intercommunal pour le tourisme et elle nous a accusés de critiquer sa gestion parce que c'était une femme. Là-dessus, trou noir de plus d'une année. Geneviève, là, n'a jamais cessé pendant les conseils municipaux de nous dire « je trouve ça pas normal, on ne m'a pas consulté, j'aimerais prendre la parole ». Généralement, on lui répondait « Geneviève, l'ordre du jour est très chargé, la chose vient d'être votée, c'est donc plus le moment de prendre la parole, t'as qu'à l'écrire dans le bulletin municipal ou dans le site internet si t'es pas contente ». Entre-temps, le trésorier du syndicat de tourisme a donné sa démission de crainte d'avoir à répondre de certaines irrégularités. L'ambiance s'est beaucoup tendue, les chiffres ont commencé à circuler et soudain, la décision du contrôleur de la Chambre régionale des comptes est tombée. Eh bien, il n'y avait aucune anomalie importante, disait le rapport, à signaler dans la gestion de l'Office du tourisme intercommunal. Geneviève a tenu donc à faire un point pendant le conseil, notre conseil à nous, pour dénoncer certaines attitudes qui avaient mis en doute la compétence de cette femme parce que c'était une femme, etc. Le maire, là, me demande de bien vouloir réclamer copie du rapport, ce qui était normal. On fournissait un cinquième du budget de l'Office du tourisme, donc on critiquait la gestion. Donc on aurait aimé savoir quels étaient les points examinés par la Chambre régionale des comptes. Mais au téléphone, je tombe sur une secrétaire qui me dit « il faudra rappeler ». Et d'après le ton, on sentait que c'était pas dans la poche. Et donc, à la fin, j'ai eu au téléphone l'un des membres de la fameuse Cour régionale des comptes, à qui j'ai demandé au nom de la commune une copie du rapport. Désolé, il n'est pas public. Alors, je lui réponds, attends, on vous demande de vérifier certains points, vous nous dites tout va bien, donc si tout va bien, il n'y a rien à cacher, et on voudrait donc que votre rapport l'écrive. Il est écrit, me dit-on. Donc s'il est écrit, on va le lire. Vous nous dites qu'on ne peut pas avoir accès à ces conclusions écrites. Ben non, on ne les communique pas. Alors vous imaginez que depuis à Campagnole, la population grommelle un peu, et quand cette femme s'est présentée à la députation l'année dernière, comme macronienne évidemment, elle s'est fait étendre, mais elle a crié naturellement au sexisme. Tout ça pour dire quoi? Que nous n'avons jamais eu la chance de connaître les conclusions à propos de la gestion de l'organisme touristique. Or, sur le plan national, il y a, et c'est pourquoi je vous en parle, un cas récent d'accusation de sexisme, et dans ce cas, le rapport de la Cour des comptes nationale, celle-là, a été public, on a pu le lire. Eh bien, cette passionnariat de la défense des femmes, de l'écologie, de tout ce qui fait vendre et parler d'elle, celle que mon ami Gustave appelle la vaseuse communicante, je veux parler de Ségolène Royal évidemment, a écrit un livre dont elle fait la promo en ce moment, devinez le nom, un livre où elle raconte tout, soi-disant, tout sauf quoi? Sauf le fait que la Cour des comptes de Paris, celle-là, a sévèrement jugé sa gestion pendant 10 ans. Oui, pendant 10 ans, elle a dirigé non pas un office du tourisme, mais sa région tout entière, et elle l'a faite en touriste. Normalement, quand on est endetté sur 8 ans dans une région, tous les signaux sont au rouge, et ben là, sa région, elle l'a plombé pour 19 ans, hein, pas 8. Certains des emprunts toxiques dont les taux variables ont évolué se remboursent en moyenne entre 5 et 9%, d'autres autour de 15%. Vous allez me dire, on a au moins la preuve qu'elle a fait jouer la concurrence bancaire pour avoir les meilleurs taux. Ah zut alors, cette preuve, en 2014, elle a disparu, les documents qui attestent l'appel d'offres ont disparu. Mais le pire, c'est qu'outre les mensonges qui consistent à dire notre région n'a pas plus d'impayés qu'une autre, alors qu'elle en a à peu près 50 fois plus, elle persiste à sillonner les plateaux de télévision en disant que si on la critique, c'est parce qu'elle est une femme. Je vous en laisse juge.
Au début, je voulais vous montrer ici une carte de France en incrustation, mais si vous avez un doute, vous tapez plutôt dans votre moteur de recherche favori sur Internet, INSEE et pauvreté. Et là, vous tomberez sur une carte assez sobre qui montre une répartition des revenus annuels moyens par département. Et Campagnole, c'est assez simple, se trouve au milieu du quart de la France dont le revenu moyen tourne autour de 1 000 € par mois. Un quart de la France, 1 000 € par mois en moyenne. C'est là que vous comprenez qu'aucune des politiques nationales qui prétendent taxer davantage ne va être praticable très longtemps dans les pays de campagne du quart sud-ouest de la France et qu'il va forcément se passer quelque chose dans cette zone où il n'y a presque pas de travail, pas de transport, où la voiture est de plus en plus chère à utiliser et où on vous envoie des gendarmes qui n'ont rien de mieux à faire que de vous surveiller à la jumelle au bord des routes. Déjà, on peut observer une chose, c'est que la même carte, publiée par un magazine économique nommé Capital cette fois, était légendée, je cite, « Les zones les plus touchées par la pauvreté sont clairement identifiées, le Nord, le Sud-Est et la Seine-Saint-Denis ». Ben justement non, le magazine Capital ne sait même pas lire une carte, celle qu'il vous présente. Il vous dit en guise de légende ce qu'il a entendu dire, ce serait le nord de Paris et le nord de la France qui cumuleraient les cas sociaux et le reste serait en vert. Et en fait, quand vous regardez la carte de Capital, qui est d'ailleurs issue de l'INSEE elle aussi, elle est divisée en 2 couleurs selon le taux de pauvreté de la population déclaré par les services municipaux. Cette fois, je vous ai imprimé, enfin, je vous donnerai l'adresse de la carte au pied du sujet YouTube. Le rouge foncé, c'est 24%. Le vert foncé, moins de 6%. Alors là, c'est simple, d'après les couleurs, les 2/3 de la France sont dans un pourcentage de pauvreté situé entre 15 et 24, donc on est proche du quart des habitants. Mais surtout, il y a cette poche rouge, ce triangle compris entre Nice, Limoges, Perpignan, qui est ignoré par le magazine Capital, par le gouvernement, par tout le monde, mais qui est la source de toutes les colères futures. Pourquoi ? Il suffit de regarder cette carte avec une loupe. Est-ce que dans les zones rouges, les 2/3 de la France, donc, entre les 2/3 et un quart, un gros tiers de la France est rouge. Le rouge est-il également distribué? Non, il y a des petites taches vertes au milieu du tapis rouge, des taches rondes. Ah bon, et elles correspondent à quoi? Eh bien, elles correspondent aux petites villes, Albi, Guéret, Limoges, Bergerac, Villefranche, de Rouergue, Périgueux, qui eux sont dans le vert, c'est-à-dire que les villes de la partie pauvre de la France sont des îles dans un océan de pauvreté. Et alors, là, c'est là qu'on est obligé de regarder comment le gouvernement, depuis le début, a choisi de gérer les affaires de la France. Il est comme le magazine Capital, il ne sait pas lire une carte, une situation, un rapport de force, un sentiment général. Il dit ça sera comme ça et pas autrement, mais c'est la méthode Napoléon. Il faut en avoir les moyens, il faut être populaire. Il n'écoute pas, et quand on lui parle, on l'a bien vu 10 fois récemment, le président fait plutôt songer à un joueur de ping-pong surexcité avec sa petite raquette, là, qu'à un joueur de tennis un peu sobre, un peu réfléchi, qui multiplierait les échanges de fond de cours. En fait, le président monte au filet sans arrêt, et il se fait prendre à revers une fois sur deux. Pour filer un peu plus longtemps cette métaphore du tennis, le fond de cours, c'est la partie rurale de la France. Le président a très bien compris qu'elle attendait qu'il se ramasse au filet, donc il veut sa peau avant de perdre le set et peut-être même le match. Et c'est là qu'il joue une partie dangereuse, parce que dans le genre ce sera comme ça et pas autrement, il est en train d'attaquer la ruralité en privant les maires de ressources, en privant aussi les propriétaires de ressources, en alourdissant l'impôt foncier par exemple, le tout pour rendre plus malléable ce monde qu'il déteste, qui vote mal, qui possède des armes, et pour injecter un peu de sa nouvelle France, là, sur subvention, dans les zones rurales, en y multipliant les cas sociaux, les logements sociaux, les micro-résidences, les réhabilitations de toutes sortes, sans demander leur avis aux gens à qui on les impose. Mais le pire, c'est un type de passage au bar de Campagnole qui me l'a fait remarquer. Un type qui avait été directeur du personnel toute sa vie. On dit ressources humaines. En voyant le président se justifier devant les caméras, prenant un bain de foule, où les gens lui criaient « Vous ne savez pas comment on vit », il m'a fait observer qu'il faisait exactement le contraire de ce qu'aurait fait Mitterrand. Mitterrand mentait avec une assurance incroyable, il remuait à peine les lèvres, il parlait aux gens de loin, 2 mètres au moins, tout raide. Du coup, on l'entendait presque pas, on était obligé de prêter l'oreille. Déjà, m'a dit ce psychologue, quand vous vous taisez pour écouter ce que dit l'autre, il y a le début du respect. Tandis que Macron, non seulement il se laisse approcher à 50 cm, non seulement il gesticule, mais il papouille les gens, avec des gardes du corps partout, mais il leur glapit à la figure comme un arbitre qu'on a poussé contre la porte du vestiaire après le match. Il ne fait pas de déclaration solennelle, il ne délivre pas un oracle, il se justifie. Même dans le ton, il parle de l'arrière-bouche, là, comme les types qui sont en train de mentir et qui partent dans l'aigu en disant franchement, toutes les 2 phrases.
On aurait tort de croire que les gens ne sentent pas ces choses. Tout le monde est un peu psychologue, même les imbéciles. Je devrais même dire surtout les imbéciles, me dit-il, qui n'ont que leur instinct pour se tirer des griffes des escrocs. Et là, ils n'analysent pas, mais ils sentent le danger. Et quand je vous disais qu'au bar de Campagnol, on croise de tout, ces gens les plus intéressants sont souvent ceux que vous voyez arriver de nulle part, qui disent « il faut que j'y aille ». Ils sont un peu comme les messagers dans le théâtre antique. D'ailleurs, Gustave a surnommé le patron du bar Sophocle, ça doit être pour ça. Retrouvez Campagnol TVL sur YouTube, faites grimper le nombre des abonnés, c'est une manière de dire quelque chose à ceux qui ne le sont pas encore. Il est rare que Gustave tire sur son imprimante quelque chose qui vient de l'Internet, mais c'était pour le montrer au café à l'abonné au Monde comme preuve de ce qu'il voulait avancer. Je le soupçonne d'ailleurs d'avoir prémédité le léger incident que je vais vous raconter et qui a suivi la journée dite des Gilets jaunes. Enfin, maintenant, il faudrait dire la première journée parce qu'elle se succède. Donc, Gustave a une aversion extrêmement prononcée pour le mensonge institutionnel, surtout quand, au bas de l'échelle du mensonge, vous avez en face de vous, au bar de Campagnol, le dernier soldat, le godillot du régime, celui qui dit tout exactement comme la télé, laquelle dit tout comme le gouvernement, y compris lorsque le gouvernement dit le contraire de la vérité. Avant d'oublier, je voudrais mentionner le passage au bar, juste avant cette scène, d'un ouvrier agricole, un ancien alcoolique qui ne s'arrête pratiquement jamais pour boire, mais qui dit des trucs à la Coluche en passant quand il vient acheter des cigarettes. Et ce jour-là, il a dit « Ils sont payés pour nous raconter des salades, mais vu la taille des salades, on comprend pourquoi ils sont si bien payés. » Et il est parti, la clope au bec comme toujours, et dans son diesel, évidemment. Et là, il faut reconnaître que l'illustration immédiate de cette sentence proférée entre deux portes est arrivée à point nommé, parce que, donc, Gustave a sorti de sa poche une feuille imprimée A4 tiré de l'Internet et l'abonné au Monde est arrivé au même moment. Je suppose, a dit Gustave, que tu vas pouvoir m'expliquer ça et il lui tend la feuille. Déjà, le gars, le lecteur du Monde, lui dit en jetant un coup d'œil sur la feuille, dis donc, pour quelqu'un qui est soucieux de la planète et qui déplore la débauche de papier, tu imprimes Internet, bravo. Et Gustave l'a interrompu en montrant que ça venait de la chaîne Public Sénat et que c'était donc pas un journal qu'on pouvait acheter en kiosque. En outre, il a dit que, vu le sujet, son journal favori, là, Le Monde ne risquait pas d'en parler. Alors là, il explique à la cantonade du bar le contenu de l'article que je venais de lire, moi, à toute allure. Il était assez simple. Le Sénat était en train d'examiner le projet de loi de finances rectificative 2018 et ce truc contenait la confirmation du mensonge gouvernementale que radio et télé relayaient depuis 8 jours, à savoir que non seulement un dixième seulement des sommes perçues dans l'augmentation des taxes sur le diesel allait vraiment à l'écologie, mais qu'en plus on était en train de corriger le budget pour prendre 600 millions de plus à l'écologie pour les remettre au pot des dépenses générales. Et là, tu vois, a dit Gustave, moi ce qui me gêne, c'est pas leur tour de passe-passe, là, c'est de voir ce jeune couillon là qui sert de porte-parole au gouvernement, ou ce député grotesque, comment s'appelle-t-il déjà, Florian Bachelier, c'est ça, te dire la main sur le cœur, moi quand j'apprends que les particules fines du diesel tuent 48 000 personnes en France chaque année, j'ai l'impression de voter des lois pour l'avenir de mes enfants, etc. Le tout pendant que les avions, les porte-containers, la Chine sont responsables de 98% de la pollution et que le carburant des avions n'est pas taxé, que les porte-containers sont passés sous silence et qu'on ne dit rien à la Chine parce qu'on construit là-bas des usines bien polluantes et bien dégueulasses, me dit-il. Alors il reste entre 2 et 5% de pauvres types, nous, dont on essaie de réveiller la culpabilité en leur disant « tu es en train de tuer ton petit-fils ». En fait, même eux n'y croient pas. Et quand ils te piquent de l'argent soi-disant pour ménager la santé de ton petit-fils et pour rendre l'air plus propre, quand ils te disent que cet argent est sacré puisqu'il sert une cause noble, en fait, ils font voter en douce une loi qui les autorise à se servir du fric pour faire des ronds-points, des immeubles de bureaux ou des sous-marins au lieu d'investir dans les voitures électriques. Tiens, tu peux lire, fais passer. Et en effet, l'article disait que le gouvernement transférait 577 millions du budget de l'écologie vers le budget général. On ne pouvait pas dire le contraire. Conclusion de Gustave, qui est un homme lettré mais quand même assez direct, c'est quand même des beaux dégueulasses. Et là, comme l'abonné au Monde là lui disait « Je m'étonne que tu ne nommes pas Macron pour une fois », il a répondu « Mais j'y venais justement. Tu sais ce que ça fait plusieurs jours qu'il ne dit rien. Ça fait plusieurs jours qu'il ne dit rien. Il laisse mentir les autres parce qu'à force c'est fatigant. Puis il vient de faire voter une loi qui punit ce qu'il appelle mensonge chez ses adversaires. Mais là, il a parlé aujourd'hui. Malheureusement, il aurait dû se taire parce que tu sais de qui il a parlé. Tu sais à propos de qui il a manifesté son inquiétude. À propos du président de Renault qui s'est fait coffrer au Japon. Donc, le président de la République sort de son silence à propos d'un fraudeur qui gagne 16 millions d'euros par an, mais il ne dit rien, pas un mot, du pauvre gars qui, lui, fait vivre 2 ou 3 personnes avec 1600 euros par mois. C'est pour ça qu'il va se faire gifler par la nation entière, parce qu'elle a compris la nation. Parce qu'il y a une chose encore plus toxique que les particules fines, c'est le double langage. Quand le Premier ministre nous dit « Je veux pouvoir regarder mes petits-enfants la tête haute », moi je lui réponds
c'est toujours lui qui parle, hein, ceux qui vont voir en premier, tes petits-enfants, c'est un hypocrite qui a pris des Airbus à 350 000 €, le voyage pour 7 personnes, tu t'en souviens, alors qu'un avion de l'armée est rentré à vide. Alors Gustave, les jours où il se prend ainsi pour Rému face à Monsieur Brun, il ne faut pas l'énerver. Abonnez-vous, je pense qu'il y aura une suite, merci. Je vous l'ai dit plusieurs fois, notre maire de Campagnole a tendance à être du côté du manche, et bien qu'il soit toujours déclaré hors parti, libre de ses choix, etc., on l'a beaucoup vu avec le député de notre département, un macronien, un opportuniste, au niveau intellectuel très faible, et on me pardonnera cette cascade de pléonasme. Donc il est toujours intéressant d'observer la conduite d'un type qui a toujours un coup d'avance sur la sensibilité générale et qui ne surnage dans les instances locales que parce qu'il sait flairer le vent avant la tempête. Or, il y avait au moins une occasion annuelle qui témoignait de sa tendance à la soumission, c'était le Congrès des maires de France qui se passe traditionnellement, porte de Versailles à Paris, et où se tient aussi le salon de l'agriculture, et où le président de la République vient entendre les doléances des présents dans une atmosphère assez souvent vindicative. Et cette année, qu'on peut marquer d'une pierre blanche, enfin jaune fluo, était particulièrement propice à faire entendre les doléances de la France qui n'en peut plus, puisque on nous dit que la moitié des maires sortants ne souhaitent pas se représenter en 2020. On va nous dire, en fait, on nous a déjà dit, c'est parce qu'ils sont écœurés. Mais pas du tout, c'est parce qu'ils vont se faire virer et qu'ils le savent. Du coup, par amour propre, ils préfèrent dire j'en ai assez. C'est comme quand vous déclarez forfait au tennis parce que vous avez soi-disant une tendinite. En fait, c'est parce qu'il y a des matchs devant vous que vous allez perdre. Eh bien, 2020 sera, selon toute vraisemblance, une généralisation du phénomène Béziers, Fréjus, etc. Une droite qui remet de l'ordre dans des finances absurdes, dans des complaisances inouïes, qui est obligée d'annuler les subventions aux associations les plus farfelues, qui est obligée de faire de vrais appels d'offres et pas des mascarades pour servir 3 copains entrepreneurs. Cette droite-là va débarquer dans le moindre village. Même chez nous, c'est vous dire. C'est en route. Nous avons un jeune homme de moins de 30 ans, prénommé Guy, fils de divorcé, qui a bifurqué très jeune vers l'apprentissage, qui a recousu patiemment les lacunes de sa culture générale, qui est devenu chef de chantier, puis chef de secteur, qui serre toutes les mains, qui dit « nous n'avons rien de diabolique, nous voulons remettre de l'ordre au nom de tous ceux que vous avez maltraités comme moi dans leur jeunesse par égoïsme, au nom de tout l'argent que vous vous êtes foutu dans la poche ». Alors à 15 ans, ce jeune était déjà le père de son père, le père de sa mère, le père de sa sœur, et il a envie de devenir le père du village, parce qu'il dit c'est à présent qu'il n'y a plus d'argent dans les villages qu'on va faire la différence entre les branleurs qui ne savent rien faire, qui touchent 3 000 de retraite, qui vendent des terrains perso à la commune, et qui donnent des leçons en s'affichant avec des ministres, et les autres qui réparent eux-mêmes le tractopelle municipal. Tout ça pour dire que chez nous, le maire sortant a fait un coup d'éclat, ce qui prouve que ça va mal. Il a refusé d'aller à l'Élysée, figurez-vous. Oui, parce qu'il faut dire, il m'a expliqué, notre jeune futur maire, là, que le président a tellement la trouille qu'il ne va pas cette année à la porte de Versailles. Il y envoie son Premier ministre. En revanche, il a prévu un petit raout de 1000 personnes avec un buffet. Et il a envoyé à des maires soi-disant tirés au sort, en fait tirés au sort sur le volet, un carton que j'ai vu, me dit-il, et qui dit « Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, vous prie de bien vouloir participer à la réception qu'il offrira en l'honneur des maires de France. » Et là c'est moi qui parle, hein, la providence est cruelle parce que notre maire a donc été placé devant la pire situation, celle qui consiste à aller au congrès des maires et à être tiré au sort pour serrer la main du président. Une chose que d'habitude il aurait accepté au point de ne pas endormir 3 nuits de suite, tellement son orgueil aurait été flatté, mais là il s'est senti obligé de refuser quand même parce que c'était sa seule chance d'être réélu en 2020. Il a compris qu'il fallait dire non, mais pour qui il se pense président, etc., qui fait le tri entre les élus pour organiser sa claque, il va s'en prendre une de claque, etc. Et là, comme il a eu l'imprudence de laisser publier dans la presse locale sa position et le facsimilé de l'invitation à l'Élysée, son jeune opposant, là, notre Guy, toujours aussi calme, a fait observer dans un tract, dans un tweet et dans un entrefilet, dans le Midi Libre, le président offrira une réception au palais de l'Élysée. Non, il donnera une réception, car ce sont les Français qui offrent. Ce sont les Français qui régalent, et pas Emmanuel Macron. Il n'a même pas la pudeur de dire « la présidence vous prie de venir ». Il dit « moi je ». Eh bien moi, c'est une fois élu à la mairie en 2020, j'organise un après-midi de Noël pour les anciens du village. Je vais pas mettre sur le carton Guy Machin, maire de Campagnole, vous invite à la réception qu'il offre en l'honneur des anciens de la commune. Je vais faire imprimer la mairie de Campagnole a le plaisir de vous inviter. C'est ça l'esprit de la République, comme son nom l'indique, elle est publique. Personne n'offre quoi que ce soit en son nom, au nom de la République, sous son drapeau.
Décidément, s'il y a autant de candidats du même genre en 2020 que ce jeune homme, il va y avoir du sport. En tout cas, notre jeune loup, là, ne quitte pratiquement plus son gilet jaune depuis 2 semaines, et j'en connais beaucoup, comme lui, dans tout le pays, qui ont décidé d'afficher partout leur appartenance à la France future. Au point qu'un détaillant m'a dit, tu vas voir que ces gilets, on les trouvera bientôt plus en magasin, ils vont s'arranger pour organiser une pénurie. C'est bête, mais du coup, j'en ai commandé 2. Un pour moi et un pour mon chien. Je peux me tromper, mais pas de beaucoup. Ça, c'est la phrase favorite de Gustave Aubard, et c'est celle qu'il a prononcée au début du mois d'octobre, ici même, quand il m'a parlé du général de Villiers. Or, il se trouve que quand on en a reparlé récemment, il y avait justement un jeune capitaine de l'armée avec nous qui attendait quelqu'un du camp militaire voisin, parce que sa voiture était en panne. Le jeune militaire n'a pas parlé beaucoup, les gens de l'armée en général sont assez taiseux en ce moment, mais il a beaucoup prêté l'oreille quand quelqu'un, moi en fait, a fait observer que Gustave avait eu le nez creux en nous parlant début octobre du général de Villiers, parce que justement, bizarre coïncidence, ce personnage avait été invité chez Ruquier pour parler d'un livre qu'il avait écrit, et que quand quelqu'un est invité chez Ruquier, c'est soit pour y subir une humiliation, des sarcasmes et un charcutage au montage, soit donc une tentative d'assassinat médiatique, soit au contraire pour être mis en selle par le système qui lui cire les pompes, les bottes en l'occurrence, parce qu'on a besoin de lui, parce qu'on songe à lui pour quelque chose de précis. Et donc, l'idée de Gustave, qui a toujours un coup d'avance, c'était de nous dire « Oui, j'ai l'impression que mon intuition était juste quand je vous ai dit que le général de Villiers avait un boulevard dans l'opinion. Je ne pensais pas avoir raison si vite. Et certainement lui non plus. » Le type se dispute avec Macron pratiquement le jour de l'investiture, et le petit caporal, là, lui dit « c'est comme ça, c'est pas autrement », donc il lui répond « c'est comme vous voulez, mais c'est sans moi ». Donc Macron passe 3 heures à essayer de le convaincre de rester, parce qu'il a compris que c'est sa première faute, ce gros caprice qu'il a fait devant un galonnet après avoir descendu les Champs-Élysées dans une voiture de commandement, alors qu'il n'a pas fait son service. Alors dès ce premier jour, d'après la façon dont le type, le général, là, est parti, tu avais, me dit Gustave, l'intuition qu'il pouvait revenir quand le petit se serait planté. Et là, paf, hasard providentiel, le jour même où la France est couverte de gilets jaunes en pleine jacquerie, le jour où ça chauffe dans toutes les campagnes, où on commence à se dire « il faudrait pas que les routiers s'y mettent », avec les dépôts de carburant et tout ça, à la télé, le soir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois notre chef d'état-major avec son sourire de Muppet Show, là, qui vient répondre avec un air placide, dans la pire émission nationale inféodée au pouvoir, celle qui fait et qui défait les réputations en fonction de ce qui arrange l'oligarchie, et tu te dis, tiens, il sort sous les applaudissements, et c'est pas coupé au montage. Et là, tu te souviens que la même semaine, il a été reçu à toute allure pour dire la même chose. Je sais ce que c'est que le commandement, je sais ce qu'il faudrait faire. Il a été reçu dans toutes les pires émissions, celles qui sont connues pour être dans la main des vrais décideurs, ceux qu'on ne voit jamais, le journal de France Inter, le quart d'heure de Madame Elkrief, et là, pof, notre général est traité comme un sage, comme un médecin qui vient émettre son diagnostic. Et là, tu te souviens que le type est couvert de médailles dont la moitié lui a été décernée par l'OTAN, et qu'il touche je ne sais combien pour donner des cours au Boston Consulting Group, un club de réflexion complètement atlantiste, et tu te dis, un type qui est proche de la retraite, qui a été chef d'état-major, pourquoi va-t-il se mélanger à ceux qui décident pour nous au nom des intérêts économiques et stratégiques de l'OTAN? Eh bien, je vais te le dire, m'a dit Gustave, et là, quand Gustave prend son ton à la Pagnole, on est sûr de voir surgir une énormité. Il m'a dit, parce que c'est un mulet. Alors aussitôt, j'ai regardé le jeune militaire parce que j'ai craint que cet affront ne le fasse réagir et parce qu'il avait l'air très attentif quand même depuis le début. Gustave m'a dit, tu sais, en Formule 1, quand un pilote casse sa voiture pendant les essais et qu'on n'a pas le temps de la réparer avant le Grand Prix, eh ben, il prend la voiture de secours qu'on appelle un mulet. Et il fait la course quand même. Et ben là, c'est pareil pour le système, pour les banquiers, les financiers, les stratèges, là, tous américains, tous mouillés dans les affaires avec des holdings et des vendeurs d'armes. Pour tous ces gens-là, le général de Villiers, c'est le mulet. C'est celui qui te permet de rester dans la course, même si l'opinion passe à droite. Faut pas croire, mais les gens qui font de l'argent, ceux qui travaillent pour l'Empire américain, ont un cheval dans chaque écurie. Et là, ils sont en train de brosser le cheval du box de droite. Je lui ai fait observer, toujours en regardant l'autre jeune militaire, là, dont le copain venait d'arriver pour le prendre en voiture, que cheval de secours, c'était quand même mieux que mulet. Et Gustave a dit, le problème, c'est qu'en ce moment, on ressent l'urgence d'un retour à l'ordre. Et quand tu dis retour à l'ordre, dans un cas sur deux, c'est retour à l'ordre qu'il y avait avant. Parce que les gens croient toujours qu'il n'y a qu'une seule solution à un problème donné. C'est vrai quand le problème est mal posé, par exemple quand tu veux une voiture en acier qui consomme moins de 5 litres et qui va à 100 à l'heure, l'équation de pénétration dans l'air étant la même, toutes les voitures auront la même gueule. Mais si tu décides de changer tous les paramètres sauf la vitesse, tu peux redessiner des roues, tu peux mettre une carrosserie en alu ou en plastique, tu peux changer d'énergie, tu es libre de tout inventer. Eh bien, en politique, c'est pareil, enfin c'est pas pareil, on est plus libre de tout inventer. Le libéralisme, c'est que toutes les voitures ont la même gueule et tous les dirigeants aussi.
Le général de Villiers remettra sans doute de l'ordre, mais il fera ce qu'on lui dira, en somme. Eh bien, le jeune soldat silencieux, là, a dit dans l'armée, il est très écouté. Et puis, il est parti là-dessus. Il nous a laissé là-dessus. Du coup, moi aussi, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, merci.